Bonjour, on me fait un grand signe du fond de la salle, merci. Là, vous m'entendez? Bon, merci. Rassurez-vous, vous voyez, c'est très court, ça sera très court. C'est ma petite présentation avant de donner la parole à Alain. Et puis de voir une œuvre d'Alain Fleischer qui est assez exemplaire de la relation cinéma et photographie, ou photographie et cinéma, puisque le salon m'a demandé de choisir une personnalité ou un sujet, mais une personnalité exemplaire de la relation entre cinématographie et photographie. Alors, je ne vais pas présenter longuement Alain Fleischer parce qu'il est parmi les artistes français les plus représentatifs dans beaucoup de domaines. Peut-être peut-on dire qu'il fut très jeune, ce qui n'est pas rien pour la suite musicien. Il fut photographe très précocement. C'est un geste qui probablement relève de ses premiers gestes artistiques, mais aussi tout simplement son regard fut précocement photographique. Je disais que peut-être fut-il simultanément musicien, champion de nage libre aussi, et peut-être bon patineur aussi sur glace. Non, je dis ça parce que probablement qu'une œuvre ultérieure qui s'appelle La vague gelée, où il confronte une vague en mouvement filmé et une vague photographiée qui a gelé dans la mer d'Islande, et la confrontation de cette immobilité et de ce mouvement n'est peut-être pas pour rien avec ses origines sportives de patineur et de nageur. C'est une blague, mais pas tout à fait, parce que l'humour, chez Alain, on n'en a pas forcément souvent parlé, n'est pas rien, y compris dans les titres de ses œuvres, qui sont souvent le résultat de jeux de mots ou de légers calembours poétiques. Il est également très tôt cinéaste, et on peut dire que le cinéma est partout au sein de son œuvre, même au-delà des films. Il a réalisé autour de 350 films qui ont, d'une certaine manière, conduit, on peut le dire, à une certaine plasticité de son travail photographique. Les modulations du temps en photographie ne sont peut-être pas pour rien dans le fait qu'il fut cinéaste aussi. Il a toujours beaucoup écrit. Je l'ai toujours connu écrivant, mais dans les années 90, il est devenu vraiment un écrivain marquant, d'une soixantaine de livres à ce jour, peut-être un peu plus. Et lorsque ses premiers romans furent publiés, certaines, à l'époque, se demandaient s'il y avait plusieurs Fleischer, s'il y avait des homonymes qui écrivaient, qui étaient cinéastes, qui étaient photographes. Et ce n'est pas d'ailleurs un des moindres sujets de ces romans que les personnages à multi-identités, et peut-être quelques usurpateurs chez lui, ou des gens qui, en répétant les mêmes actions, imaginent d'être des personnages différents. Il a donc beaucoup écrit, et souvent ses livres sont aussi des essais sur la construction romanesque en tant que telle. Enfin, il a conçu et dirigé depuis plus de 20 années, largement, le Studio national des arts contemporains, qui est une des plus grandes, si ce n'est peut-être la plus grande école européenne de formation d'artistes. Cette école étant, je vais jusqu'à dire, que c'est en soi aussi une œuvre. Gropius fit du Bauhaus une œuvre, un objet artistique, le Fresnoy, construit par Tchoumi, et la rencontre des disciplines de cette école n'est pas sans rappeler la pratique de rencontre des disciplines au niveau de l'œuvre même de Fleischer. Voilà, j'ai choisi, et je lui laisse la parole pour vous présenter ce que vous allez voir, j'ai choisi de l'inviter quand on m'a parlé cinéma et photographie, parce que les éditions Montparnasse, c'est de la promotion, hein, c'est très clair, parce que c'est très beau, et j'aime immensément ce coffret. Pour la première fois, un coffret de 15 DVD
Donc une trentaine de films pour dire vite, essais, fiction. Un des producteurs d'ailleurs d'Alain Fécher est dans la salle. Les éditions Montparnasse donc rassemblent donc œuvres courtes et œuvres longues. Oui, il est là. Ils ne sont pas à vendre ici, mais précipitez-vous dès que vous sortez d'ici. Voilà, j'ai choisi, et je vais laisser Alain en dire deux mots, un petit film court de 8 minutes pour poser ce dont nous allons parler après, qui s'appelle Histoire-Géographie. C'est un film pour lequel je vous inviterai peut-être, mais les charmants messieurs là, qui organisent la projection me disent que ça va bien pour l'écoute, pour l'audition. Un film court qui s'appelle Histoire-Géographie, qui est au cœur de la question des relations cinéma et photographie. Alain, tu peux dire un mot de ce film ? En effet, c'est un film très court et qui est destiné à présenter un film long qui lui suit, un film très long, un film de 3 heures. Ce film de 3 heures est un film où il ne se passe rien. Les personnages ont l'air d'être absolument sans action, sans histoire, ou plutôt entre deux histoires. Et on les voit dans leur relation à des lieux, à des paysages. Et le film court qui précède est comme une boîte où j'ai enfermé toutes les informations nécessaires pour comprendre le film long. C'est-à-dire que dans le film long, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de texte, mais on peut comprendre ce qui se passe en se souvenant de ce qu'on a vu dans le film court. Alors le film long est un film très long et lent, avec des grands mouvements de caméra sur des paysages, etc., avec une grande évocation de la jungle amazonienne comme si elle entourait Paris. Et le film court est au contraire un film en photo fixe, noir et blanc, filmé au bon titre, avec un texte qui, comme je le disais, essaye de résumer ce qui va se passer plus tard. Ce film est en photo fixe et il est consacré au laboratoire de cinéma. Le cinéma, à l'époque de ma jeunesse, ça se passait dans les banlieues. Et j'ai beaucoup fréquenté les laboratoires de cinéma, beaucoup plus que les studios. J'étais plus intéressé à la chimie du cinéma qu'à son glamour, qu'au studio avec les acteurs et les producteurs et les metteurs en scène. Donc j'allais traîner à bicyclette dans les banlieues de Paris, généralement au bord de la Seine ou de la Marne, puisque ce sont des lieux qui rejettent de la chimie. Et voilà, et j'étais fasciné de penser que les films arrivaient là dans leur boîte, étaient traités là, étaient révélés là, et ensuite repartaient pour être exploités dans les salles. Donc voilà, ce que montre ce film, ce sont ces laboratoires de cinéma en photo fixe, avec une musique très célèbre qui vient d'un film de Godard, et ce texte qui annonce ce qui va se passer dans le film long. Voilà. Voilà, on va lancer le film. J'ai un peu influé sur Alain parce qu'il est idéalement sur le sujet photographie et cinéma. Mais il a eu, pour moi, quand je l'ai découvert, l'importance d'un regard qui conjugue, rassemble, réunit deux pôles opposés du cinéma. C'est-à-dire la musique de Godard qu'Alain évoque, mais c'est pas la musique qui a tant servi du mépris, c'est justement un léger décadrage, c'est la musique de Pierrot le Fou, qui n'est pas sans être un sujet majeur, y compris par rapport à l'œuvre d'Alain, sur l'automobile, sur la couleur, sur une certaine forme de grande mélancolie. Et le film, par ailleurs, dans son dispositif, n'est pas sans rappeler un film majeur sur cette question de la photographie fixe animée, si je puis dire. C'est La Jetée de Chris Marker. Et ce film m'avait semblé, lorsqu'il a été fait et lorsque je l'ai découvert, l'œuvre importante en France qui a un surplomb sur ces deux grandes oppositions, sur ces deux grands pôles opposés, de ces deux grandes tendances du cinéma moderne, Jean-Luc Godard et Chris Marker, qui ne s'aimaient pas trop l'un l'autre d'ailleurs. On peut envoyer le film si vous voulez. Peut-être peut-on diminuer un peu la lumière. Ces usines, pour tourner, ont besoin d'histoires. Des histoires vraies, des histoires imaginées, des histoires racontées, des histoires filmées qui arrivent ici, dans ces usines, les laboratoires de cinéma.
sur ces images de lieux où arrivent les histoires. Raconter une histoire d'autre lieu, pour un autre film. Une histoire qui serait ici pour des images qui seraient ailleurs. Une histoire et des images séparées. Les images ailleurs, loin, dans un autre film. Et l'histoire ici, avec ces images mortes, enfermées ici, dans ce film mort, comme dans un tiroir. Que tout soit dit ici, une fois pour toutes, pour ne plus y toucher. Comme toutes les usines, les laboratoires de cinéma sont dans les banlieues grises, au milieu d'autres usines, au bord des fleuves. Dans ces banlieues, dans ces usines, arrivent les images, les histoires, les films. Les images d'histoires qui se passent ailleurs, loin des banlieues grises, des usines. Dans les rues et les bâtiments des villes, dans les châteaux du passé, dans les déserts d'Afrique, sur les routes, dans les forêts tropicales, dans les avions, dans le futur, sur les océans. Que de ces images d'usines où arrivent des histoires, des films, une histoire parte vers d'autres lieux, un autre film. Qu'elle parte, qu'elle reste ici, enfermée dans ces images mortes, dans ces lieux sombres, loin des projecteurs, les usines, les laboratoires, les lieux laborieux, les lieux noirs, les cuves, les caves. Et loin d'ici, les images à regarder, à contempler, les images d'un film propre, sans parole, sans histoire, que de la géographie. L'histoire ici,
dans ce film-ci, avec les produits, les liquides, la chimie. L'histoire comme un concentré, des matières enfermées, des réserves, des réservoirs, des produits anciens, périmés, sans action. L'histoire comme une histoire ancienne, inerte, qui n'agit plus, sans effet, avec des personnages séparés de leur histoire, anonymes, séparés, détachés. L'histoire ici, celle-ci, une femme, une actrice, entre deux films, entre deux vies, l'homme, le dernier homme, l'homme du dernier film, près d'elle, loin d'elle. Une autre femme et un autre homme, entre elle et lui, les océans, les fleuves, les forêts, les palais anciens, les jardins botaniques, les séparants, les rassemblant. Entre les deux femmes, les séparants, les rassemblant, la ressemblance. Une autre femme encore, seule dans une banlieue d'usine, de laboratoire, de bateaux amarrés. Elle vient d'arriver. Elle n'est pas encore là. Tout est doux, tout est tiède, au cœur des zones tempérées. Le soir tombe, 5 fois le soleil se couche. Dans la nuit venue se révèlent les films tournés le jour. Dans la nuit apparaissent les images, les histoires, dans les caves, les cuves, les bains de nuit. Dans ces images mortes, ici, se développent les autres images, l'autre film, sans parole, sans histoire. Dans la vocifération du monde, l'aventure générale. Merci. Bon, à chaque fois, je suis toujours un tout petit peu ému quand je revois ce film. Il est dans le coffret. La voix, vous l'avez remarqué, est celle de l'artiste disparu il n'y a pas très longtemps, Jean-Pierre Bertrand, qui maniait aussi la photographie à sa manière, voilà. Dernière chose, je me disais parfois pour des générations qui ont connu la photographie numérique et pas la photographie argentique, pas l'analogie photographique, je me demandais parfois, ou les cinéastes qui font des films avec les caméras numériques, je me demandais parfois si cette génération identifiait pour eux que signifiaient ces boîtes, ces bobines, parce que voilà, c'était évidemment des rouleaux de pellicule qui étaient là en phase de révélation à tous les sens de ce mot. Je vais demander à Alain, j'ai toujours été frappé dans son œuvre que d'une certaine manière, sans doute parce qu'il était photographe et cinéaste et photographe, et quelque chose n'a jamais choisi chez lui, je me demandais si faire bouger les images n'était pas aussi important, peut-être plus important
que de faire bouger la réalité, de restituer la réalité en mouvement. Je me demandais si un homme comme lui, il n'y avait pas quelque chose qui était de l'ordre d'un tourment, de ne pas choisir et d'en faire une œuvre, entre faire bouger les images, leur donner un sort, et donner aussi un sort à des personnages qui ne sont peut-être pas sa priorité au fond. C'est vrai qu'il est très différent de travailler avec des images animées, c'est-à-dire de faire des films et du cinéma, et de faire bouger des images fixes. Une grande partie de mon travail photographique a consisté à contester l'idée qu'une image photographique est fixe et instantanée. C'est-à-dire, on pourra voir, d'ailleurs, on a prévu quelques images très simplement reproduites à partir d'un catalogue et refotographié avec un iPhone, donc ça ne sera pas d'une très bonne qualité, mais ça donne une idée. J'ai considéré que la photographie pouvait être un dépôt de temps et de mouvement, plutôt que de fixité et d'instant. Et il m'est apparu que la photographie, plus que de cinéma, garde la trace du temps, est capable d'évoquer le temps parce qu'elle en garde la cicatrice. Alors que le cinéma, avec ses images animées, accompagne le mouvement. Il l'accompagne au point de le rendre invisible. Dans les images animées du cinéma, vous ne voyez pas que ça bouge. Ça bouge parce que c'est naturellement en mouvement dans le cinéma. Alors que dans les images fixes, où du mouvement s'est incrusté, c'est inscrit par une sorte de trace de blessure ou de cicatrice, on voit le temps qui est passé et le mouvement. Je ne sais pas si... Les images, les photos fixes. Voilà, c'est une photo d'une série qui s'appelle les Happy Days. Vous voyez, ce sont des tableaux de la peinture classique qui sont reflétés sur un mur, qui sont projetés sur un mur, et cette projection est enregistrée par le mouvement de miroir tiré par des jouets. Donc ce sont des poses longues, comme il y en a eu dans la photographie à d'autres moments et dans d'autres circonstances. Et donc ces photos, ce sont des images que je n'ai jamais vues. C'est-à-dire que je ne les ai découvertes qu'en allant les chercher au laboratoire. Mais à l'œil nu, au moment de la prise de vue, je ne les voyais pas, puisque le miroir parcourait un trajet, où les miroirs, là il y en a deux, qui faisaient apparaître progressivement le reflet d'un tableau de peinture, des pieds à la tête, voilà, sans que jamais l'image complète n'apparaisse. Cette image complète, elle est apparue voilà, dans la photographie révélée. On peut en passer d'autres. Voilà, c'est un autre tableau, un célèbre tableau de Modigliani. Vous voyez, le miroir part d'une position de départ qu'on voit en haut, arrive dans une position d'arrivée, et entre les deux, il a été remorqué par un petit jouet mécanique. Et dans le temps de ce remorquage, il a parcouru une image que l'appareil photo, alors celui que je tenais moi face à ça, a enregistré. Si j'avais filmé ces événements, on verrait simplement un corps cadré des pieds à la tête par un miroir. Le petit jouet mécanique n'est-il pas la métaphore du projecteur qui tire les images, qui tire oui. La pellicule, enfin à une époque où il y avait des projecteurs qui tiraient les pellicules. Oui, en effet, les projecteurs sont faits pour tirer de la pellicule et pour l'arrêter en même temps. C'est-à-dire jadis. Un projecteur classique, c'est-à-dire un projecteur de cinéma, il tire la pellicule photogramme par photogramme et la fixe photogramme par photogramme. Donc c'est un faux mouvement continu, c'est un mouvement discontinu. Alors on peut voir effectivement dans ces images quelque chose qui a rapport. Bon, les images sont très très difficiles à lire, mais c'est toujours ce principe d'une image projetée qui est captée par un miroir en mouvement d'un début jusqu'à une fin, et ce mouvement est enregistré par la photographie. Voilà. Là, vous avez encore un autre tableau de la peinture, celle-ci, la peinture Pompier du 19e siècle. Et vous voyez à nouveau un corps qui a été capté depuis la tête jusqu'aux pieds par ce miroir en mouvement remorqué par un jouet. Voilà, donc ces images sont des dépôts de temps et de mouvement, et elles contredisent, disons, la perception majoritaire de la photographie comme image fixe et instantanée. Je ne conteste pas que la photographie puisse être de l'image fixe et instantanée. Je conteste qu'elle ne puisse être que cela.
À nouveau le même principe, sauf que là l'image est à l'envers. Bon, c'est pas grave. Voilà, à nouveau là, ce n'est pas une image de la peinture, c'est une photographie réelle où un nu est projeté au mur et recadré par le miroir des pieds à la tête par un petit jouet mécanique. Et la photographie de cela en garde la trace. Voilà, donc c'est simplement pour dire que la photographie est peut-être plus que le cinéma, un art du temps et du mouvement. Je pensais en regardant les images là, et puis le film qu'on a vu avant, que entre photographie et cinéma, mais tu me diras peut-être le contraire, enfin je ne sais pas, que ce qui distingue la photographie, pas le photographique, le photographique engendre la photographie et engendre le cinéma. La photographie et le cinéma ne sont que des déclinaisons du photographique, de la possibilité photographique, de l'émulsion sensibilisée. Mais entre photographie et cinéma, est-ce que tu serais d'accord pour dire que la photographie conserve l'instant, conserve un instant, et que le cinéma et les photogrammes qui constituent la bande passante cinématographique, ou même en numérique c'est pareil, les photogrammes effacent 25 fois par seconde l'instant. C'est-à-dire que la photographie est fondée sur la croyance, l'imagination, la conviction et l'ontologie de la conservation. Et le cinéma ne fait apparaître une image, un photogramme, que pour l'effacer immédiatement. 25 fois par seconde, ils se substituent les uns les autres. C'est vrai que la base même du cinéma consiste à faire se succéder les instants, c'est-à-dire à les effacer les uns par les autres, mais qu'en même temps, il efface le mouvement lui-même, puisque au cinéma, comme je disais tout à l'heure, la caméra, l'image accompagne le mouvement. Donc, en fait, c'est naturel, on ne le voit pas. On ne voit pas ce mouvement qui est l'accompagnement normal des images par le cinéma. Mais il est vrai que le cinéma traditionnel, c'est-à-dire une pellicule argentique impressionnée photogramme par photogramme, est destiné à effacer l'image fixe et l'instant par leur succession, par leur empilement, par leur superposition. Ce qui donne beaucoup à réfléchir sur ce qu'est le temps. Qu'est-ce que le temps, comment il se lit, comment il s'inscrit, comment on le perçoit. Voilà, je me suis beaucoup appliqué... enfin, on voit des films, par exemple, qui sont des films faits de plans fixes. Alors ces films, est-ce qu'ils montrent du temps plus qu'une photographie ou moins? Enfin, quelle est la différence entre un film tourné en plan fixe immobile et une photographie? Par exemple, si vous photographiez un cadavre, un être mort, vous ne photographiez pas comment dire? Non, si vous filmez, je dirais plutôt si vous filmez un cadavre, vous ne montrez pas son immobilité parce que... Non, c'est le contraire, je suis désolé. Si vous photographiez un cadavre, vous ne montrez pas son immobilité parce que l'image est déjà fixe, elle est déjà immobile. Si vous le filmez, vous montrez son immobilité parce qu'il devrait bouger. Donc un cadavre filmé, un cadavre photographié, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il est plus mort dans le cinéma que dans la photographie. Je rappelais, on s'est parlé très vite avant de venir vous rejoindre et de nous réunir tous les deux. On se connaît depuis un certain temps et j'étais frappé un jour par le film de Marguerite Duras, India Song, qui fut pendant de nombreuses années dans un petit cinéma du quartier latin Le Seine, projeté pendant 2 ans, 3 ans, en parallèle avec un film d'Alain tout aussi longuement, Dehors, dedans. Et j'ai revu récemment India Song, et je me disais, dans une séquence de ce film de Marguerite Duras, pour Mathieu Carrière, Delphine Seyrig, et puis j'oublie le troisième personnage, une seconde femme,
Michael Nord, mais c'est dans une séquence où ils sont au sol. Et je me suis dit, mais il faut, pour dire la mort, il faut une machine mouvement. Il faut une machine qui fabrique du mouvement pour dire la mort. Alors, d'ailleurs, ensuite, l'insistance du regard du spectateur, dégage ou dévoile le fait que les acteurs miment la mort ou pas. Il faut vraiment retenir sa respiration pour distinguer la mort du sommeil. En tout cas, ce qui est certain, c'est que devant une photographie, je ne sais pas en effet si le personnage dort ou il n'y a plus rien mais donné comme preuve s'il dort ou s'il est mort. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a aussi quelque chose qui fait que chez toi, cette relation entre sommeil et mort, ce non-choix entre photographie et cinéma ne relève pas précisément d'une inquiétude pour décider justement du sommeil comme facteur de rêve ou disparition, et Dieu sait si la disparition fait partie d'une composante des contenus de ton œuvre en tout cas. Ce qui est exterminé, ce qui a disparu, ce qui s'efface, fait partie de ton œuvre. Oui, je prendrais peut-être le problème un peu sous un autre angle. Il a souvent été dit que la photographie était liée à la mort, notamment c'était la grande théorie de Christian Boltanski, un grand ami récemment disparu, qui disait qu'effectivement toute photographie est la trace de quelque chose qui, quelques secondes après, déjà n'existe plus. Donc ça, c'est incontestable que la photographie est liée à la mort. Mais je dois dire que ce qui m'intéresse beaucoup plus dans la photographie, c'est son pouvoir de revenance. C'est-à-dire qu'elle fasse réapparaître les êtres, qu'elle puisse les reconvoquer. Et cela vient notamment de sa capacité à être projetée. La photographie, avant le cinéma, était un art projetable. Le cinéma s'est approprié la projection comme mode de diffusion. Donc, pour tout un chacun aujourd'hui, une projection, une image projetée, c'est du cinéma. Avec maintenant le fait que même le numérique se projette, c'est-à-dire que les films que vous voyez en salle ne sont pas des films de cinéma, mais ce sont des films numériques, et qu'il a fallu inventer des projecteurs numériques qui imitent les projecteurs de cinéma, puisque l'image numérique n'était pas destinée du tout à être projetée, mais à être vue sur des écrans cathodiques ou plasma, enfin des écrans électroniques. Donc, en tout cas, je dirais que voilà, la photographie m'a intéressé par sa projectabilité, qui m'apparaît comme un des aspects de sa reproductibilité. On a beaucoup glosé sur la reproductibilité de l'image photographique. Je suis plus intéressé par sa projectabilité, qui est un aspect de sa reproductibilité, à savoir, si je projette une image, je peux la refotographier et la reproduire et la faire changer, puisque si je la projette dans un décor, par exemple, et que je refotographie, je refotographie la photographie originale plus le décor de son apparition. Donc voilà, j'ai beaucoup été intéressé dans la photographie par sa projectabilité, par sa capacité à apparaître n'importe où, et par le fait que c'est une image qui voyage, qui, au lieu de rester collée à son support, comme l'ont été pendant des siècles et des millénaires la peinture, le dessin, etc., la gravure, c'est une image qui peut quitter son support d'origine pour apparaître n'importe où et emporter sa propre lumière. Un tableau, il faut l'éclairer. Une photo projetée, elle apporte sa propre lumière, il ne faut pas l'éclairer, au contraire. Voilà, donc j'ai beaucoup exploité cette capacité des images photographiques à être projetées, à apparaître n'importe où, à être diffractées, divisées, remises en mouvement par la projection. Voilà, j'ai beaucoup exploré ça et je trouve étrange que les photographes en général aient très peu exploité la projectabilité de l'image photographique. Voilà, ça me semble un des aspects les plus fascinants de cette image, qui voyage, qui se déplace, qui quitte son support, qui peut apparaître, comme je le disais, n'importe où. On peut même projeter des images sur un tas de charbon, elles seront visibles. En t'écoutant, je me dis qu'on a souvent opposé photographie et cinéma, précisément parce que le cinéma se projette. Enfin, le spectacle cinématographique se projette. C'est une projection d'image qui vient de derrière soi
qui passe au-dessus de soi. Et la grande puissance du cinéma, c'est d'imaginer que le spectateur puisse être concurrent, rival avec les images qu'il voit, puisque son regard est également parallèle au faisceau lumineux qui est derrière lui. Mais c'est une vieille histoire, puisque à la Renaissance, on a souvent pensé que le regard était précisément une projection lumineuse, avant de comprendre que c'était le contraire. C'était la lumière qui venait frapper l'écran qui est au sein de notre œil. Les deux choses donc ont été opposées de ce point de vue-là. Mais au fond, en t'écoutant, je me dis que la projection, indépendamment de la projeter, comme tu le dis, une diapositive jadis ou des images comme sur un projecteur numérique, la projection est au sein de tout le processus de fabrication de la photographie, la projection. Puisque pour frapper une émulsion sensible, je ne parle pas de la projection de la réalité dessus, à travers l'optique de l'appareil, mais le moment même de jadis, mais ça doit encore être le cas, les agrandisseurs. L'agrandisseur, ce qu'on appelait comme tel, n'avait pas seulement la fonction d'agrandir, mais tout simplement de projeter une image frappée sur un transparent, sur un papier sensible. C'est d'ailleurs la conséquence directe que la photographie à l'origine était sur un transport translucide, un négatif. Ça peut être traversé par la lumière et donc ça peut être projeté. Et en effet, l'agrandisseur est le premier projecteur au cœur de la photographie. C'est-à-dire qu'on projette traditionnellement, si on fait de la photographie argentique, on projette une image sur un écran qui est le papier photographique photosensible. Voilà, donc la projection, elle est au sein de l'image photographique. Et le fait que l'image photographique ait été traversable par la lumière, c'est-à-dire translucide, a incité à la projeter autrement. La grande différence entre la photographie projetée telle que je l'ai pratiquée et le cinéma, c'est que le cinéma se projette toujours sur un écran blanc, c'est-à-dire sur un écran neutre où l'image apparaît telle qu'elle, alors que je me suis beaucoup occupé à projeter les images sur toute autre chose qu'un écran blanc, c'est-à-dire à me servir des images non seulement pour les faire apparaître, mais pour qu'elles éclairent le monde, c'est-à-dire pour qu'elles éclairent les décors même de leur apparition. Et ça me frappe beaucoup. J'ai fait beaucoup d'installations aussi sur ce thème avec des images projetées, que par exemple une installation que j'ai faite il y a longtemps, des images sont projetées vers le public d'une exposition qui ne voit rien que l'éblouissement des projecteurs, jusqu'au moment où ils s'emparent d'un petit miroir pour capter ces images et les faire apparaître sur les murs, au plafond ou au sol de la salle d'exposition. Donc ces images projetées que le visiteur peut capter pour les détourner, les faire apparaître sur des murs, au plafond ou au sol, non seulement elles apparaissent, elles font réapparaître des êtres vivants, c'était des portraits de femmes, mais elles éclairent le monde, elles éclairent le lieu de leur apparition. Donc elles éclairent l'architecture, elles éclairent les pierres, elles éclairent voilà, tout ce sur quoi elles apparaissent. Elles sont le contraire des images du cinéma qui effacent l'écran. Les images de cinéma, sauf celles de Sugimoto, qui, dans ses photos, fait des poses tellement longues que finalement les images s'effacent et qu'elles consistent à éclairer un écran blanc. Les images du cinéma, elles ne montrent pas l'écran. Elles le cachent, elles le font disparaître. Alors que je me suis occupé, moi, avec mes travaux photographiques sur la projection, à faire apparaître non seulement des images, mais des images qui éclairent le lieu de leur apparition. Je me demandais, en revoyant le film qu'on vient de voir là, qui décidément me met dans un état à la fois de lyrique en moi et de mélancolie, je me dis que la prémonition que porte ce film s'est réalisée, puisque les laboratoires que vous avez vus, LTC, Éclair existe encore, la société Éclair, mais elle est réduite à bien peu de choses. Elle n'est souvent sollicitée que par les cinémathèques aujourd'hui qui veulent sauver des films, y compris parce que aujourd'hui les cinéastes qui filment en numérique conservent leurs films en pellicule, puisque c'est la seule façon, comme le papier, comme le parchemin, que sais-je, c'est la seule façon de conserver longuement la photographie et le cinéma.
Seules les mains de l'homme ont détruit les films. Jamais les films se sont détruits d'eux-mêmes. Ou alors il a fallu des sources de chaleur du type des charbons qui brûlaient dans les appareils de projection de jadis. Jamais la pellicule ne s'est enflammée d'elle-même, jamais elle s'est détruite d'elle-même. On pourrait en parler longuement, mais je me demandais en regardant cette prémonition, cette mélancolie qui est dans ton film et qui s'est accomplie, plus de laboratoire, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la production numérique des images encore de la projection au sein du processus de fabrication des images numériques, y compris d'ailleurs les images que l'on voit dans ce salon, qui sont pour la plupart, à part quelques dernières galeries de photographie historique, y a-t-il encore au sein du processus d'apparition des images numériques de la projection? Non, je ne pense pas du tout qu'il y ait de la projection dans la production d'images numériques. Par contre, on peut projeter l'image numérique aussi bien que l'image argentique. Du fait de ce que je signalais tout à l'heure, le dispositif du cinéma est tellement fort, c'est-à-dire le fait qu'on projette une image qu'on voit apparaître sur un écran avec un projecteur derrière vous, et entre l'écran et le projecteur des sièges où vous êtes assigné à place fixe, ce dispositif est tellement fort que la vidéo, l'image numérique, a essayé de l'imiter. Et un projecteur vidéo, c'est un bricolage absolument dérisoire. C'est un projecteur de diapos aménagé. Hein, c'est ça. Parce que normalement, l'image numérique n'est pas du tout destinée à être projetée. Elle est destinée à être vue sur un écran électronique, un écran plat ou un écran cathodique, etc. Donc non, je dirais que la projection n'est pas au sein du travail des photographes numériques traditionnellement, mais que par contre, on peut la projeter. On peut la remanipuler. Mais je dirais qu'aujourd'hui, tous les travaux faits sur la photographie numérique ne sont plus du tout, ne relèvent plus du tout de la chimie et des technologies humides, wet technologies comme des Américains, mais des technologies sèches, dry technologies, c'est-à-dire les technologies numériques. Tout ce qu'on fait en Photoshop, ce sont des manipulations sèches, sans projection, directement sur un écran où on dessine, on rectifie, on change les couleurs, etc. Donc quelque chose a changé sans que les possibilités se soient perdues. Ce que disait Dominique tout à l'heure à propos de la conservation des films, c'est vrai que pendant très longtemps, les cinémathèques et les grands cinéastes ont voulu numériser leurs films pour les sauver, jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que la numérisation était bien plus fragile, bien plus vulnérable que les supports argentiques. Et aujourd'hui, les cinémathèques, en tout cas, reviennent en arrière et reportent leurs films sur de la pellicule argentique. Donc ça veut dire que les laboratoires de cinéma ont encore un espoir de survie. Mais tout ça parce que aussi, ce qui est de l'ordre de la conservation ne dépend pas seulement de la nature du matériau. L'impossibilité, vraiment, je vais jusque-là, j'étais directeur de la Cinémathèque française, donc c'était vraiment un tourment qui m'est né lorsque j'ai exercé ce métier. Je me suis rendu compte que les films tournés en numérique ne pouvaient plus bénéficier ne pourraient plus bénéficier dans quelques années d'une stabilité, non pas d'un matériau, d'un support, mais tout simplement des outils pour les lire. Simplement, aujourd'hui, j'ai un certain nombre de films en cassette VHS, mais en broadcast également, ou que sais-je, que je ne peux plus lire, à moins de trouver un bon vieux magnétoscope des années 80 qui me permet de les lire. Mes fichiers, mes petites disquettes, comme on disait jadis, sur lesquelles j'avais des images animées, je ne peux plus les lire, puisque les Apple n'ont plus cette fente dans laquelle on mettait les disquettes. C'est-à-dire que c'est l'outil de lecture qui disparaît, qui est obsolète, et non pas le matériau. Alors que, et je ne pourrais pas non plus demain rassembler des forces humaines pour construire un magnétoscope ou un ordinateur susceptible jadis, ou un lecteur de DVD ou de CD-ROM de jadis. Je ne pourrais pas le refabriquer, alors qu'un bricoleur dans sa cuisine, de la même manière qu'il peut fabriquer une bicyclette ou une 4L Renault, ne peut pas fabriquer demain un magnétoscope ou un ordinateur d'aujourd'hui, comme il ne peut pas d'ailleurs fabriquer une Mercedes ou une Toyota numérique en termes de conditions de démarrage et de fonctionnement. C'est-à-dire la mécanique
Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup les photos que tu as montrées. Les objets mécaniques, les jouets mécaniques qui sont là, ont bien sûr une valeur d'humour pour toi, de mélancolie sur ta jeunesse, mais aussi une valeur puissante pour dire que quelque chose là est en danger parce que le mécanique n'est plus fondateur de ce qui a été la majeure partie du cinéma, c'est-à-dire héritier de la machine à coudre de Singer. Hein. C'est la machine à coudre de Singer qui a assuré longtemps la conservation du cinéma et bien sûr la pellicule riche en minéraux d'argent. Je crois que c'est un grand souci des sociologues d'aujourd'hui que n'existent plus les albums de famille. Vous savez que les albums de famille, la photo souvenir, était une source d'information extrêmement riche pour les sociologues qui ont voulu étudier l'état de la société à des époques passées. Les albums de famille sont très riches d'informations sur les rituels, les habitudes, les comportements, les habitudes vestimentaires, l'état des villes, etc. Donc c'était une source de documentation et de travail immense pour les sociologues. Aujourd'hui, ils sont très inquiets parce que tout ce matériau que continuent à produire les amateurs, mais sur des supports comme les téléphones portables, etc., est condamné. Donc ce matériau énorme, qui est encore bien plus abondant qu'à l'époque de la photographie argentique, il est condamné à se perdre, et ça sera une perte terrible pour l'histoire des sociétés, des êtres humains, et pour le travail des sociologues. Mais Alain, je connais des collectionneurs de copies de films qui les ont retrouvés, parce qu'ils ne pouvaient pas trouver un bon debris ou un bon projecteur Boer ou autre, ont construit eux-mêmes un projecteur. Ils l'ont fait eux-mêmes avec des matériaux trouvés en brocante au Puce ou ailleurs. Comme on construit une bicyclette avec des morceaux épars d'une bicyclette, on peut construire une automobile avec des morceaux épars d'autres automobiles. C'est-à-dire qu'un projecteur demain sera possible à construire par un bricoleur dans sa cuisine, pas un appareil, pas un ordinateur ou pas un lecteur de CD-ROM d'il y a quelques années. C'est terrifiant ce qui se passe en ce moment, à la mesure de ce gouffre entre le nombre d'images produites qui est infini et qui est inutile et leur effacement absolu. C'est-à-dire qu'il y a une vanité absolue là aujourd'hui qui consiste à faire en sorte des millions, des milliards, il n'y a plus de chiffres pour dire les images désormais, et qui sont désespérément effacées. Parce qu'on n'en aura plus les moyens, les outils de la lecture. C'est vrai que non seulement on est passé de la chimie à la physique et de l'humide au sec, mais on est aussi passé du mécanique à l'électronique. Et d'ailleurs, ce que dit Dominique est aussi vrai simplement de l'automobile. Aujourd'hui, beaucoup de mécaniciens traditionnels ne savent pas réparer votre voiture si elle a une panne. Parce que l'électronique a pris une telle importance dans les voitures, donc au détriment de la mécanique, qu'ils ne savent plus comment faire. Et il est vrai que si vous avez une panne électronique dans votre voiture, vous serez incapable d'abord de la localiser et d'imaginer comment faire la réparation. En revanche, évidemment, en termes de muséographie, le cinéma a trouvé avec le numérique l'outil de la muséographie, en quelque sorte, et l'outil de son exposition, puisque le bon vieux Henri Langlois, dans sa cinémathèque et son musée, avait installé 16 projecteurs de films en 16 mm qui n'ont jamais marché parce que la pellicule s'enrayait immédiatement au bout de quelques minutes. Alain, tu as fait d'ailleurs des installations avec de la pellicule Super 8 ou 16, et toi-même, certaines de ces installations qui supposaient la visite du visiteur, parmi les images animées, tu empruntes aujourd'hui l'image numérique qui n'a plus de risque, à moins que la lampe explose, mais il n'y a plus de risque. C'est-à-dire que l'image mouvement devient tableau aujourd'hui. La pellicule que j'utilisais pour mes installations était effectivement du film en boucle. C'est-à-dire c'était un morceau, quelques mètres de pellicule argentique qui tournait en boucle dans le projecteur. Alors ce mouvement, évidemment, fatiguait la pellicule, la déchirait, la griffait, la rayait. Et voilà, les installations étaient quand même condamnées à court terme. Et en tout cas, les musées qui achetaient des installations comme ça étaient très réticents. Ils demandaient que faire de la pellicule. Il m'est arrivé de vendre une installation comme ça à un musée en disant, voilà, je vous donne un projecteur et un négatif de film dont il faudra que vous tiriez des copies si vous voulez montrer l'installation. Ce musée, avec la
la transmission de cette information imparfaite d'un directeur à un autre, a oublié cette consigne. Un jour, ils ont projeté le négatif et ils ont détruit l'œuvre. Un jour, il m'appelle en me disant est-ce que vous pouvez nous fournir le film ? Je dis mais non, le film, vous l'avez. Vous avez l'original, vous avez le négatif, à partir duquel vous pouvez tirer autant de copies que vous voulez. Ils s'étaient trompés, ils avaient mis le négatif dans le projecteur, ils l'avaient détruit. Donc c'est vrai que voilà, la pellicule est plus fragile pour un usage de ce genre que le numérique. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans le numérique, il y a eu une époque où, disons, l'image électronique, elle m'était relativement familière quand il s'agissait d'une bande magnétique qui circulait quand même d'une bobine à une autre. Il y avait un mouvement, on pouvait comprendre comment ça se passait. Mais aujourd'hui, toute l'information d'un film de 3 heures est contenue dans un timbre-poste. Ce qu'on appelle les cartes mémoire, ce sont des toutes petites surfaces. D'ailleurs, c'est un moment où je ne comprends plus ce qui se passe. Pendant longtemps, j'ai à peu près compris comment marchait le cinéma. La pellicule, avec ce que disait Dominique, c'est-à-dire une caméra qui est un peu une machine à coudre. Et puis, la pellicule magnétique, quand il y avait une bande magnétique qui, comme dans un enregistreur de son, circulait d'une bobine à une autre en passant par un lecteur. Et puis aujourd'hui, je ne sais plus comment ça se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais plus comment toute l'information d'un film, image et son, d'un film de 3 heures peut être contenue dans une surface qui est à peu près grande comme un timbre-poste, et je ne sais pas comment c'est lu, je ne sais pas comment ça marche. Donc là, pour moi, il y a un mystère qui me dérange beaucoup parce que je suis très technophile et j'aime, disons, interroger les techniques que j'utilise, alors que celle-là, je ne peux pas l'interroger. Je peux l'interroger après coup, c'est-à-dire que je peux me servir de ce qu'elle produit, mais je ne peux pas l'interroger d'une façon interne. Jean-Luc Godard, qui s'est étonné un jour, qui est technophile aussi, très technophile. C'est un manipulateur de matériaux, il est adroit de ses mains, il fabrique concrètement, par décollage, pour préparer ses films. S'étonner qu'on dise encore en tournage, ça tourne. Alors que plus rien ne tourne dans une caméra numérique. Il y a 1, 2, 1, 2, ou 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. C'est ça qui enregistre le mouvement. Mais plus rien ne tourne. Il n'y a pas de moteur. Quand on dit moteur, on dit moteur. Il n'y a plus aucun moteur dans une caméra. Plus aucun moteur. Le seul moteur qu'on entend éventuellement, c'est le ventilateur qui la refroidit. Parfois, vous pouvez, si vous voulez cultiver un peu de nostalgie, si vous collez l'oreille à une caméra vidéo, vous entendez le ventilateur qui tourne, mais c'est tout ce qui tourne. L'opératrice Caroline Champetier, qui a beaucoup travaillé avec Jean-Luc Godard, me disait que l'énervement, l'agacement, toujours facile de Jean-Luc Godard, face aux stéréotypes et aux évidences toujours reconduites, avait interdit ce mot moteur ou ça tourne lorsqu'on démarrait une scène. Il nous reste 3-4 minutes. On a dit ce qu'on pouvait, tous les deux. Peut-être avez-vous, avant de nous séparer, une question depuis une assertion de la part d'Alain ou de moi que vous voudriez voir en quelques mots précisés ou pas. Je ne sais pas, peut-être, si vous le voulez. Bien que rien ne soit contestable dans ce qu'on a dit, mais oui, mademoiselle. Bonjour, merci pour l'interview, c'était très intéressant. Et j'ai une question pour Alain. Comment vous pouvez tirer votre masque tout petit peu, oui. Pardon. Merci. Je vous en prie. Merci. Et pour l'interview, c'était très très intéressant. Et j'avais une question pour Alain. Comment imaginez-vous l'archéologie des images du futur? Comment imaginez-vous l'archéologie des images du futur? Pardon pour mon français, c'est pas parfait. Non, très bien, bravo. Écoutez, je pense que tout le monde du cinéma, de la photographie, s'occupe de travailler à des supports durables. Par exemple, les DVD se sont améliorés. Il y a les Blu-ray qui sont une qualité un peu supérieure des DVD. Et je sais qu'on envisage maintenant la fabrication de DVD en verre, sur un support de verre. Donc je pense qu'on va tenter d'améliorer les supports pour qu'une archéologie de l'image numérique soit possible, mais il y a déjà beaucoup de pertes. Par exemple, les productions du Centre Pompidou
des débuts auxquels j'ai participé sur ce qu'on appelait du double, je ne sais plus quel était le format, c'est des bandes larges comme ça, des bandes magnétiques larges comme ça. Ils sont plus lisibles. Ces images sont perdues. Perdu. Complètement perdues. Par exemple, Bob Wilson avait fait, en même temps d'ailleurs que je travaillais là-bas, une quarantaine de petites vidéos Vidéo 50. qui étaient un chef-d'œuvre. Eh bien, j'ai essayé de les récupérer pour un film que j'ai fait pour le 30e anniversaire du Centre Pompidou. Elles n'existent plus. Donc, il y aura une archéologie un peu douloureuse. Ce que je ne sais pas, c'est si les ruines du numérique peuvent être intéressantes. Parce que les ruines de l'architecture, souvent, sont très, très passionnantes. Elles permettent de reconstituer ce qu'étaient les formes. Les ruines du cinéma, il peut y avoir des choses intéressantes, des pellicules abîmées, détériorées, décolorées, qui, malgré tout, font rêver à leur histoire, à leur destin. Les ruines du numérique, je ne sais pas à quoi ça ressemblera. Est-ce qu'il y aura une esthétique de la ruine du numérique? Il y a une, pardonne-moi de te couper là, mais il y a une esthétique de la ruine cinématographique chez certains cinéastes expérimentaux qui font ce qu'on appelle, dans d'autres domaines de l'art, des remplois. C'est-à-dire des artistes ont remployé des marbres lacunaires, des peintures détériorées et les ont transformées. Beaucoup d'artistes italiens en particulier, Fabio Mauri et beaucoup d'autres cinéastes et artistes expérimentaux ont recyclé, remployé. Mais je suis assez d'accord, pardonne-moi de t'avoir coupé là. Est-ce qu'il y a des ruines numériques susceptibles de produire une mélancolie, puisqu'il s'agit bien de ça aussi en art, c'est bien ça qui est à la fois recherché et déjoué, c'est la en art. Hein. Et je ne vois pas d'autres sujets pour justifier la démarche artistique. Je suis beaucoup Alain sur ce doute. Voilà, est-ce qu'il y aura une esthétique des ruines du numérique? C'est une vraie question. Je sais que des artistes américains ont par exemple travaillé sur la ressaisie sur des écrans d'images numériques détériorées, déformées, et que c'est assez beau. C'est assez beau, malgré tout. Je pense qu'on trouvera quelque chose pour que le numérique laisse des ruines intéressantes. Mais pour ce qui est de l'archivage, ça sera beaucoup plus difficile. Il y a quelques artistes comme Jacques Perconte, par exemple, aujourd'hui, qui travaillent sur ce qui reste de numérique parfois. Mais peut-être pour donner un exemple très précis qui vous impressionnera, je crois, en termes de faits. Lorsque j'ai été directeur de la Cinémathèque, on m'a signalé qu'à Rodessant, c'est une petite ville à côté de Nîmes, 800 copies tirées par les laboratoires Boyer de jadis, étaient conservées dans un hangar en métal, 70 degrés l'été, climat continental à côté de Nîmes, et moins 20, moins 15 l'hiver. On a ouvert ce hangar des films lumière. Les 800 étaient absolument intacts, avec des noirs profonds que aucune restauration aujourd'hui ne parvienne à restituer. Ces noirs d'encre, littéralement, n'avaient disparu que quelques petits morceaux de pellicules de films, semble-t-il, qui étaient en bouillie, qui étaient parfois les exploitants qui avaient mis des petits cartels pour présenter et qui étaient moins riches en minéraux d'argent parce qu'il n'y avait pas besoin, c'était du texte et c'était devenu de la pâte. Mais la pellicule des laboratoires Boyer, très riche en minéraux d'argent, était absolument intacte. De 75 degrés de chaleur. Oui, bon. Donc, alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on met tout au frigidaire, dans des salles absolument, des blocos réfrigérés et hygrométriquement conseillés et observés. Mais précisément parce que la pellicule n'a plus cette richesse des minéraux qui assurait la pérennité, précisément. Pardonnez-moi ce petit détail comme ça. Mais donc, ceux qui filment aujourd'hui en numérique ont intérêt à tout reporter en pellicule. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, madame. Okay, maybe... Can I speak in English? Lui, oui. I think it's for both of you. Non, non, voilà. Voilà? Okay. And I think that sort of
Hello? Very near. Very near. Okay. I guess that means the digital and film sort of complements each other and benefits each other in a way. Like I like using my film lens on my digital camera, and I like using the digital lens on my film camera. And then I can see a different effects when I take photos on the film with the digital lens, like here. And same with the photography and film, it complements and benefits each other in a different way, digital and film. I'm not sure I got your question, but do you mean do you ask if digital and analogic photography can be complementary? It can be imagined. It can be imagined, of course. Why not? It can be interesting to combine the two techniques, but I would say that whether you have to choose the final support, whether it will be analogic or it will be digital, and if you decide, then perhaps you can find a way to mix the both. Anyway, my advice would be not to throw away your traditional camera. My cameras are like my babies. On doit conclure. Je suis là aussi pour ça, parce que j'aime cet artiste. Donc, je vous rappelle, et je suis très fier de ça, ce coffret dont le film que vous avez vu tout à l'heure, ce coffret qui sort aux éditions Montparnasse. Et puis, accessoirement, Alain a écrit 4 volumes sur les relations entre photographie et cinéma. Pardonne-moi, Alain, je fais ta... Bon. Et j'ai appris beaucoup. Et en fait, toutes les questions que je lui ai posées, toutes les réponses sont là. Donc, précipitez-vous. Je vous remercie. Nous vous remercions de votre patience.